Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec nos applications en mathématiques appliquées. La fois dernière, on avait vu comment représenter une tension U de T dans le plan de Gauss. Alors aujourd'hui, on va s'amuser un peu avec la loi d'Ohm. Donc, on va supposer notre tension de la fois dernière, voilà, qui alimente une impédance. Donc, il y a la tension, l'impédance Z et le courant qui le parcourt. Alors, rappelons que la fois dernière, U de T, on avait stipulé que ça fait 64 racine carrée de 2 sinus oméga T plus pi carré. Voilà. Alors, disons soit par exemple Z complexe égale à 8 facteur de 1 moins, bon, racine de 3 J O. Alors, l'objectif ici, c'est de pouvoir représenter le U, le I dans le plan de Gauss. On connaît l'expression instantanée de U, mais on connaît l'expression algébrique de Z. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller d'abord retrouver l'expression. On rappelle d'abord la loi d'Ohm, d'accord, la loi d'Ohm, qui stipule ici que U est égal à Z que multiplie I. Voilà, que multiplie I. Donc, déjà, dans la notation complexe, on peut dire que U complexe, ça fait Z complexe, que multiplie I complexe. Donc, l'objectif, c'est d'aller retrouver l'expression instantanée ou la forme exponentielle de I complexe. Déjà, on rappelle que U complexe en forme exponentielle, ici, ça fait 64 exponentielle J pi k, qu'il vous souvienne. On a vu ça la fois dernière. Alors, pour retrouver l'expression exponentielle de I ici, on va exploiter la loi d'Ohm. Donc, on va tirer Z. Quand on dit Z complexe, c'est que ça fait quoi? U complexe, pas Z complexe, autant pour moi. On va tirer I complexe. I complexe, ça fait U complexe, voilà, sur Z complexe. Et comme c'est une division ou comment on appelle, un quotient, alors on va passer par la forme exponentielle. Quand il s'agit d'une division mais d'une multiplication, la forme exponentielle est plus facile à manipuler. Et quand il s'agit d'une soustraction mais d'une addition, c'est la forme algébrique qui est la mieux adaptée. Alors, lorsque je prends celle-ci, c'est que notre objectif maintenant, c'est d'aller retrouver le Z complexe. Alors, on sait que Z complexe de forme algébrique, si on développe rapidement, ça fait 8 moins 8 racine de 3J. Alors, on ira chercher son module et son argument. En module, c'est que ça va faire racine carrée, d'accord, de 8 au carré, voilà, plus, en parenthèse, moins 8 racine de 3 au carré. Bon, ici, ça fait 64. Ici, ça fera 64 fois 3. Ça fait 192. Donc, si on fait 192 plus 64, je pense que ça donne un truc de 256. Voilà. Ce qui fait 16. Voilà. Alors, le phi de Z. Le phi de Z va nous faire tangente, d'accord, moins 1, de la partie imaginaire, donc moins 8, racine de 3 sur 8. Déjà, la 8 va se simplifier, ça va donner tangente moins 1, voilà. Tangente moins 1 de moins racine de 3. Bon, on peut aller directement avec la calculatrice, comme on peut passer par le cercle trigonométrique, parce que moi, je vois déjà la racine de 3 apparaître ici. Je me rappelle très bien qu'au niveau du cercle trigonométrique, d'accord, il y a un angle où il y a des angles dont il y a la racine carrée de 3 qui apparaît en matière de sinus ou cosinus. Déjà ici, on sait que tangente de A, ça fait sinus de A sur cosinus de A. Donc si je puis avoir moins racine de 3, c'est que je me rappelle alors de moins, un certain moins racine de 3 sur 2. Alors pour éliminer le 2, donc le cosinus ne peut être qu'un 1 demi. Donc si je viens chercher ici, moins racine de 3 sur 2, sinus, je suis là. Et cosinus moins 1 demi, et 1 demi de moins, je serai là. Donc, l'angle qui correspond à ça, ça fait moins pi tiers.
moins pi tiers ou moins 60 degrés. Voilà. Alors, de là, je peux alors déduire finalement que, comment on appelle, le Z, voilà, ici, donc, mon Z complexe, voilà, donc j'ai Z qui me faisait déjà 16, et le phi de Z, d'accord, va me faire alors moins pi tiers. Et là, maintenant, je peux passer directement au calcul de I complexe. Donc, lorsque nous prenons notre I complexe, on aura un module I qui va faire U sur Z, donc 64 sur 16, ce qui fait 4 ampères, voilà. Et phi de I, d'accord, qui fait le phi du numérateur, c'est en ça que cette méthode, elle est plus facile, phi du numérateur moins phi du dénominateur, voilà. Alors, le phi du numérateur ici, c'est pi k moins, ça va faire 2 fois moins, parce que l'autre est négatif, moins pi tiers. Voilà. Alors, la moins fois moins, ça donne plus. Donc, pi k plus pi tiers, ça donne en 3 pi plus 4 pi sur 12. 7 pi sur 12. Alors, pour aller en degrés, on peut prendre notre calculatrice et puis facilement faire 7 fois, on sait que pi en degrés, ça fait 180, donc fois 180, que l'on divise par 12, ça nous donne 105 degrés. Donc, 7 pi sur 12 ou 105 degrés. Donc, en somme, I complexe se présente sous la forme exponentielle de 4 exponentielle J 7 pi sur 12 ampères. Alors, on va essayer maintenant de représenter le U et le I. Donc, je vais changer de marqueur. Lorsque je prends le repère, on a donné abscisse 0. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, vous allez constater, avant on avait utilisé une échelle de 1 cm. Voilà, on avait utilisé 1 cm pour 16 volts, ce qui a fait que on a eu 4 cm pour U, pour la longueur de U vecteur. Donc, on a 45 degrés, comme d'habitude, je n'ai pas un rapporteur physique ici, donc vous allez m'excuser pour ça. 1, 2, 3 et puis 4. Donc, disons que nous avons la tension U vecteur. D'accord? Avec son angle πk. Voilà. Et si on veut représenter maintenant le courant, on va le représenter en noir. Le courant nous fait 4 ampères. Donc, si on prend 1 cm pour 1 ampère, donc la longueur, donc ça va faire 4 cm pour la longueur de I vecteur. Donc, 105, c'est que ça nous fait déjà 90 degrés, plus 15. Bon, 15, on va supposer quelque chose du genre. Voilà. Autant pour moi. Et là, nous avons quoi? Notre I vecteur. Voilà, I vecteur. Et lui, ça fait de là à là. Donc, 7 pi sur 12. Alors, de ces deux grandeurs, il y a la notion de déphasage que je voudrais aussi souligner ici. Lorsque nous parlons du déphasage, c'est qu'on parle d'un certain angle phi. Donc, on dira phi de U par rapport à I. Ici, quand on parle de phi de U par rapport à I, ça fait le décalage que l'angle, comment on appelle, que la tension U fait par rapport à I, en supposant I comme le départ. Donc, c'est comme si je veux représenter ça ici, par exemple, phi de U par rapport à I, c'est que ça quitte le I vers le U. Phi de U par rapport à I. Mais si c'est phi de I par rapport à U, c'est que c'est U qui est le départ. Donc, c'est comme si je fais comme ceci. Voilà, phi de I par rapport à U. Donc là, ça va être toujours en matière de formule, ça fait, d'accord?
le phi de U par rapport à I, ça va faire le phi de U moins le phi de I. Et ici, ça me donne le phi de I moins le phi de U. Ce qui est sûr, en matière de... Comment on appelle? En matière d'angle, ça revient à la même chose, juste à un signe près. Vous voyez, dans notre cas ici, phi de U moins phi de I, c'est-à-dire si on prend la valeur de U moins la valeur de I, ça va faire pi k moins 7 pi sur 12, ça va me donner moins pi tiers. Dans notre cas ici, le premier cas me donne moins pi tiers. Mais si c'est phi de I par rapport à U, donc le plus grand moins le plus petit, c'est que ça nous fait plus pi tiers. Voilà. Donc, on vient de voir aujourd'hui l'application de la loi d'Ohm par rapport à une impédance. Comment est-ce qu'on peut représenter le U de T, le I de T dans le plan de Gauss, dans le plan complexe. Et de là, on a aussi vu la notion de déphasage d'une grandeur par rapport à l'autre et de l'autre grandeur par rapport à son second. Donc déjà ici on peut retenir que phi de U par rapport à I est égal alors à moins phi de I par rapport à U. J'espère que cette vidéo vous aurait apporté un plus et on va se dire à la prochaine. Merci.